Culture, il est 10 heures, les humanités, du lundi au vendredi. Vendredi, les vendredis de la philosophie par François Noudelman. Aujourd'hui, affinités électives par Francesca Isidori. Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Physicien et philosophe, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière installé à Saclay, il a enseigné pendant plusieurs années la physique quantique et la physique des particules à l'École centrale de Paris, où il enseigne actuellement la philosophie des sciences. Il a participé à divers grands projets, en particulier à la conception du grand collisionneur de particules européen, le LHC2, la plus grande et complexe machine au monde pour traquer l'infiniment petit, la structure intime de la matière, pour tenter de prolonger un questionnement vieux de plus de 2000 ans. De quoi la matière est-elle faite? Il est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la question du temps en physique, dont il explore les énigmes et les paradoxes avec cette clarté, cet humour, ce gai savoir qui caractérise ses nombreux ouvrages et sans lesquels la transmission de la connaissance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas resterait lettre morte. Le temps, la constitution de la matière, les relations entre science et philosophie, ou celles de plus en plus conflictuelles entre science et société, sont au cœur de ces livres couronnés par de nombreux prix en France et à l'étranger. Conversation avec le Sphinx, les paradoxes en physique, l'atome au pied du mur et autres nouvelles, les tactiques de Chronos, petit voyage dans le monde des cantats, il était 7 fois la révolution Albert Einstein et les autres, le facteur temps ne sonne jamais 2 fois, et tout récemment Galilée et les Indiens, allons-nous liquider la science? Rencontre avec un physicien atypique, grand accélérateur, d'aventure intellectuelle et de plaisir scientifique. Les affinités électives d'Étienne Klein.
Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Rolling Stones, il faudrait l'accent parfait de Jean-Frédéric de l'autre côté de la vitre pour prononcer le titre de cette chanson. Alors, Sympathy for the Devil. Et Pleased to Meet You. Voilà, merci. Merci pour votre présentation. Oui, j'ai choisi cette première chanson pour notre entretien parce que d'abord, je suis un fan inconditionnel des Rolling Stones. J'aurais pu choisir d'autres chansons, mais celle-ci me plaît plus particulièrement parce que il y a un film qui montre comment elle est née, comment elle a été écrite, comment la musique a été composée par les Stones, grâce à un film de Jean-Luc Godard qui a filmé les répétitions et les séances, et on voit que cette chanson se construit par accrétion successive, par superposition de différents instruments, de différentes sonorités, etc. Et c'est absolument passionnant à voir. Et en plus, c'est une chanson qui présente Dieu comme un être quantique, comme un être superposé au diable. Alors bon, alors. Et donc, voilà, pour toutes cette raison, et en plus du rythme lui-même, c'est une chanson que j'adore, comme j'aime beaucoup toutes les chansons des Stones. Alors, on aurait pu faire des affinités lectives uniquement avec les musiques des Stones. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les Rolling Stones. C'est quand même un groupe qui joue depuis 45 ans. Je suis pas un fan au sens où je collectionne les t-shirts et les bagues, mais je ne rate aucun des concerts auxquels je peux assister. Étienne Klein, vous avez une photo sous les yeux? Oui, j'en ai une parce que vous m'avez demandé. J'avais 20 ans à cette époque-là, sur cette photo. Je me souviens du jour où elle a été prise. Sûrement les Rolling Stones. Non, à l'époque, à l'époque, je ne les connaissais pas, je les écoutais pas. J'étais plutôt Beatles comme beaucoup de gens de ma génération. La bifurcation s'est faite un peu plus tard. Et là, j'étais chez un ami d'enfance que je vois toujours, qui s'appelle Chudokak. Je me souviens que j'avais 20 ans et c'était un dimanche après-midi. J'étais venu prendre un goûter chez cet ami. On voit des tasses de café. Je me tiens mal. J'ai un coude posé sur la table et j'ai la tête penchée qui repose sur ma main. J'ai l'air vraiment fatigué ou rêveur. Je ne sais pas si c'est parce que je subis le contre-coup de la fête de la veille. On sortait beaucoup le samedi soir à cette époque-là, et le dimanche était un jour où on n'était pas spécialement frais, ou bien si c'est parce que je me posais des questions sur le sens de la vie et ce que j'allais en faire. Étienne Klein, vous êtes né en 1958. Oui, en 1er avril. 1er avril. Oui. Dans une famille nombreuse et peu portée sur les sciences. C'est pas tout nombreuses, c'est sûr. J'ai 6 frères et sœurs, pas tout à fait portés sur les sciences. Mon père était ingénieur, passionné de technique, et je lui dois sans doute une certaine forme de curiosité, mais qui n'est pas la curiosité scientifique proprement dite. C'est plutôt dans le registre comment ça marche, un transistor, un poste de radio. Il vous expliquait voilà. Il était passionné, lui, d'électronique et d'électrotechnique, qui était sa spécialité. Alors, souvent, dans la légende dorée des saints et des scientifiques, on peut lire déjà à l'âge de 5 ans, il était passionné par la physique, il savait qu'il allait devenir un jour physicien. Ce n'est pas du tout votre cas. Non, moi j'ai eu une vocation qu'on pourrait qualifier de tardive. Comme pour les Rolling Stones. Voire de très tardive. J'ai longtemps hésité, j'ai longtemps été passionné par la littérature, par les mathématiques, pas du tout par la physique qui m'était enseignée comme une sorte de mathématiques appliquées et que je trouvais un petit peu dégradée par rapport aux mathématiques elles-mêmes. Et il faudra quelques étapes cruciales pour que j'évolue vers la physique, vers la question de finalement qu'est-ce qui constitue le réel, que peut-on dire de la matière, comment peut-on la connaître, etc. Et ces questions-là, vous les poserez plus tard, on en parlera, quand vous allez suivre des cours de philosophie à la Sorbonne. Mais... En particulier, mais pas seulement. Il a fallu la conjonction de plusieurs épisodes pendant une période de temps assez rapprochée d'ailleurs. Et l'explication, c'est que quand on fait des études d'ingénieur, c'était vrai à l'époque et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, on apprend surtout la physique du 19e siècle, c'est-à-dire la mécanique, la thermodynamique, l'optique, l'électromagnétisme, ce qu'on appelle la physique classique. Et je la trouve évidemment intéressante, passionnante, très efficace, mais moins excitante que la physique du XXe siècle, qui va commencer par 2 révolutions, la physique quantique avec l'atome, et puis la théorie de la relativité d'Einstein avec l'espace et le temps. Et ces physiques-là sont tellement contradictoires avec le sens commun que aussitôt qu'on en entend parler, on est passionné par elles.
Et jusqu'à l'âge de 20 ans, ce qui me manquait, c'était un premier contact avec cette nouvelle physique. Alors, si la physique n'a pas été véritablement une vocation très très précoce, quel était votre univers justement? Qu'est-ce qui vous attirait? Vous lisez des lectures plutôt? Je lisais beaucoup, je veillais à être un bon élève dans toutes les matières où c'était possible. Je faisais beaucoup de football. Je jouais beaucoup avec mes frères et sœurs. J'avais une vie familiale très très prenante et très intense. Mais je n'avais pas décidé de ce que je ferais plus tard. Et pourtant, vous dites que comprendre, sentir la portée d'une idée, découvrir la clé d'un raisonnement, cela vous a toujours procuré un bonheur sans équivalent. J'aime que les choses me soient rendues claires. Oui. Avez-vous dit un jour? Oui, c'est vrai que j'étais dans un lycée de province, non pas de province, de banlieue. Et puis en classe de première, je suis allé à Paris, au lycée Louis Grand. Et là, j'ai éprouvé... disons, mes premières joies intellectuelles grâce à des professeurs, notamment de littérature, de français. Un professeur qui nous avait fait lire les pensées de Pascal et puis le discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau. Et avec Rousseau, je découvrais l'argumentation. C'était un texte qui n'était pas une pièce de théâtre de Molière comme on avait eu l'habitude d'en étudier dans les années précédentes. Je découvrais ce qu'était l'argumentation philosophique. Et je me souviens que ça avait produit en moi un choc extrêmement violent. Et puis de la même façon, les mathématiques commencent à devenir assez intéressantes et sophistiquées en classe de première. Et voir une belle démonstration, un théorème qu'on peut démontrer d'une façon élégante, ça produisait en moi un effet peut-être un peu plus élevé que chez mes camarades. Étienne Klein, vous n'aviez pas une idée très claire de ce que vous alliez faire. Vous entrez à l'école centrale de Paris, oui, mais vous continuez d'être un individu, un être assez indéterminé, ne sachant pas très bien quoi effectivement. faire. Mais en fait, je pense que quand on n'a pas de vocation précoce, on est plutôt poussé par ses talents. C'est-à-dire que on fait des mathématiques parce qu'on est bon en maths. Du coup, on suit la filière, les classes préparatoires. J'avais des petits problèmes de santé qui ont fait que je n'ai pas pu entrer à l'école polytechnique, qui a des critères, qui avait des critères très rigoureux sur cet aspect des choses. Je me suis retrouvé à Centrale sans m'être jamais posé la question de savoir si je voulais devenir ingénieur. Et du coup, en première année, j'ai eu une sorte de crise existentielle et j'ai essayé de tester beaucoup de choses. Je me suis mis à lire beaucoup, de façon presque frénétique. Je me suis mis à faire du sport de façon très intense. Le marathon. Le marathon, voilà. J'ai pas cessé depuis d'ailleurs, mais c'est là que ça a commencé. Et puis j'essayais de partir à la recherche du monde. Pas du monde parce que j'avais pas d'argent, je pouvais pas vraiment voyager, mais en tout cas de vivre des expériences, de rencontrer des gens. Je suis devenu visiteur de prison. Je donnais des cours de mathématiques aux détenus de la prison de Fresnes. J'essayais d'explorer comme ça, autant que je pouvais le faire dans mon entourage, les caractéristiques, les limites de la condition humaine. Et alors, lecture frénétique, 2 ou 3 livres par semaine, quel genre de... Plus que ça. Moi, je lisais un livre par jour et il y avait une très bonne bibliothèque à Centrale. Je prenais les livres presque au hasard. Et je les lisais. Et le hasard vous faisait tomber sur quel genre de livre? Je lisais beaucoup de poésie, je lisais des romans, je lisais des essais. Je me souviens d'avoir lu tous les livres de Koestler à cette époque-là. Je me souviens avoir découvert Robert Desnos à cette époque-là, qui m'avait complètement fasciné, notamment ce recueil qui s'appelle Corps et biens, et dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Rose c'est la vie, que Desnos a écrit en 22 et 23, qui contient des sortes de contrepétrie explicite, c'est-à-dire qu'il y a un premier terme dans la phrase qui est une sorte de contrepétrie du deuxième terme. Ça donne des choses comme passez-moi mon arc berbère, dit le monarque barbare. Ça donne une définition du temps qui m'a beaucoup inspiré par la suite, qui est: le temps est un aigle agile dans un temple. Temps, temple, agile, aigle. Agile, c'est l'anagramme d'aigle. Et donc ça dit ce mélange de mouvement et d'immobilité qu'on trouve dans le temps. On n'arrive pas à le saisir, mais en même temps il est toujours là, etc. Rose c'est la vie, c'est le personnage de ce petit recueil, s'étonne que de la contagion des reliques soit née la religion catholique.
Apprenez que la geste célèbre de Rose Sélavy est inscrite dans l'algèbre céleste. Rose Sélavy sait bien que le démon du remords ne peut mordre le monde. Une autre terrible, cancer mystique, chanteras-tu longtemps ton cantique au mystère. Les lois de nos désirs sont des dés sans loisir. Dans le silence des cimes, Rose Sélavy regarde en riant la science qui lime. Vous avez fait un choix qui tourne quand même autour pas mal de... La dernière, elle évoque un peu l'alpinisme. Et le fait l'alpinisme qui est votre passion. Que beaucoup de scientifiques grimpent. Ouais. C'était surtout vrai avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils allaient chercher les particules de rayonnement cosmique au sommet des montagnes. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, où ils s'enterrent pour se protéger du rayonnement cosmique. Étienne Klein, vous avez commencé à suivre des cours de philosophie à la Sorbonne en tant qu'auditeur libre, par amour pour une jeune fille. Oui, j'étais amoureux d'une jeune fille qui préparait l'agrégation de philosophie et qui n'avait pas le temps de suivre tous ses cours, donc j'allais les suivre à sa place, je prenais des notes et je lui refaisais autant que je pouvais le faire le cours que j'avais suivi. C'était des cours sur le contrat social, parce que je crois que Rousseau était au programme de l'agrégation à cette époque-là, et j'assistais au cours de Monsieur Delamarre, qui était un personnage haut en couleur qui faisait des cours en se tenant debout et en parcourant l'estrade de long en large, sans notes. Et il faisait des cours de 2 heures très inspirés. Et c'était une expérience fondamentale pour vous, parce que vous avez commencé en tant qu'amoureux et auditeur libre, mais ensuite vous avez poursuivi. Oui, alors après on avait trouvé avec 2 amis un petit jeu stupide qui était le suivant. Si lors d'un cours qu'on suivait à Centrale, le professeur, dans les 5 premières minutes du cours, prononçait le mot rendement, on décidait de quitter l'amphithéâtre et d'aller à la Sorbonne écouter un cours de philosophie. Le mot ? Rendement. On estimait que le mot rendement était trop souvent utilisé dans nos cours et qu'il fallait le fuir autant que possible. Et donc vous avez souvent quitté le cours de philosophie ? Pas très souvent, mais assez souvent. On prenait une vieille voiture pour aller à Paris et entrer dans une salle de la Sorbonne, un peu au hasard, et on suivait des cours, notamment des cours de métaphysique de Pierre Boutan, qui était aussi un professeur en couleur. Alors, c'est au cours d'un séjour à l'hôpital qu'un ami vous offre à la recherche du réel, le regard d'un physicien de Bernard d'Espagna. Oui, c'était en 79, je crois. J'étais hospitalisé pour quelques semaines et je reçois ce livre que je lis d'une traite. Et c'était la première fois que j'entendais parler de cette révolution quantique qui s'est produite au début du XXe siècle et qui a eu des implications au-delà de la physique, c'est-à-dire des implications philosophiques sur ce qu'on peut dire du réel, sur la bonne façon d'en parler, sur les caractéristiques qu'on peut lui attribuer, sur cette crise finalement des concepts classiques que l'atome a mis au jour, etc. Et sans bien connaître cette physique, j'ai compris que cette physique posait des questions fondamentales dont on ne m'avait pas parlé dans mes cours, et j'ai senti là qu'il y aurait un sujet qui me prendrait pendant quelques années, ce qui a été le cas. C'est donc la découverte de la physique quantique, le fait que la physique, quand elle est prise dans son entier, dites-vous, avec son histoire, ses problèmes, ses personnages, est un véritable levain de culture. C'est le fait qu'elle vous a permis de faire des découvertes philosophiques négatives. Dites-vous, comme le disait... Moi, j'ai pas fait beaucoup de découvertes philosophiques négatives, mais en tout cas, oui. De soulever ces questions-là. Je pense que la physique et la philosophie sont vraiment 2 disciplines séparées, et c'est très bien comme ça, sauf que parfois, certains résultats de la physique viennent toucher les réponses philosophiques qu'on peut faire à des questions philosophiques. C'est-à-dire que elles viennent, c'est pour ça qu'on parle de découvertes philosophiques négatives, la physique ne vient pas concurrencer la philosophie, mais à propos de questions philosophiques, vient apporter des arguments qui viennent éclairer, voire contredire certaines réponses philosophiques qu'on peut leur apporter. C'est vrai pour la question du temps, c'est vrai pour la question du réel, c'est vrai pour d'autres questions encore. Donc la physique comme un arbitre dans les débats philosophiques, ou comme un agent plutôt provocateur. Un aiguillon, plutôt qu'un arbitre, je dirais que c'est un aiguillon, c'est-à-dire qu'il y a des résultats de physique qu'on ne devrait pas ignorer quand on est philosophe,
parce qu'ils rendent problématiques ou impossibles certains arguments ou certaines thèses qu'on peut faire porter sur la réalité telle qu'elle se donne à nous par le biais de l'observation, des sens ou de l'expérimentation. Vous regrettez d'ailleurs que les philosophes ne s'intéressent pas à la physique et que les physiciens de leur côté... Enfin, vous êtes une exception. Non, je dirais pas que je le regrette de façon aussi radicale. Je connais beaucoup de philosophes qui s'intéressent à la science. C'est même toujours très agréable de discuter avec eux. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au double aspect des choses, à une formation qui soit à la fois scientifique et philosophique. Et puis, il y a des philosophes qui n'ont absolument pas besoin de la science, qui sont dans des domaines d'études sur des sujets pour lesquels la science ne peut pas beaucoup les aider. C'est des sujets dont je parle sont des sujets qui sont traités d'une part par les philosophes et d'autre part par les scientifiques. Et la question est de savoir si leurs discours sont compatibles. Est-ce qu'ils sont indépendants les uns des autres? Est-ce qu'il faut remanier certains discours pour tenir compte de certaines réalités ou pas? Et ces sujets sont pas très nombreux. Simplement, quand on s'intéresse à eux, il est important de tenir compte des différentes approches. Étienne Klein, un deuxième choc, un deuxième moment important dans votre formation, après la lecture du livre d'Espagna et la découverte de la physique quantique, vous tombez par hasard sur une affiche du CERN, le grand laboratoire européen des physiques des particules, et vous êtes admis en tant qu'étudiant, en tant que stagiaire, je ne sais pas trop. On appelle ça un étudiant d'été, summer student. Oui, dans ce lieu où vous avez continué de travailler, vous continuez peut-être encore de fréquenter, et où vous avez participé à la conception du grand collisionneur de particules, le LHC2. Oui, en fait, c'était une raison très prosaïque qui m'a amené au CERN, c'est que je devais payer ma chambre et j'avais pas d'argent, et du coup j'ai cherché un stage d'été qui soit le plus chèrement rémunéré possible. C'était au CERN. Le CERN proposait des bourses à des étudiants d'été qui étaient payés en francs suisses. À l'époque, c'était très intéressant, et donc j'ai déposé un dossier qui a été accepté. Et ce stage a consisté pendant 2 mois à suivre des cours de physique le matin, et l'après-midi à participer avec d'autres physiciens du CERN à des expériences, à des travaux. En l'occurrence, c'était sur le refroidissement des antiprotons par effet d'électron cooling, comme on dit, c'est refroidissement par électron de faisceaux d'antiprotons. Je vais pas entrer dans les détails, mais j'ai découvert là un nouveau monde, d'abord un laboratoire extraordinaire où des gens de toutes sortes de cultures collaborent à un projet commun. On parle toutes les langues au CERN. Nous étions 150 étudiants venus de toute l'Europe. Et donc j'ai vu ce qu'est l'Europe à partir de ce moment-là. C'était pendant l'été, donc l'ambiance était assez détendue. Nous avions comme professeur notamment Victor Weisskopf, grand physicien qui a d'ailleurs été directeur du CERN, qui avait été l'assistant de Wolfgang Pauli dans les années 30. C'est lui qui avait participé aux travaux théoriques permettant la quantification du rayonnement. Il avait collaboré avec Einstein. Il était juif autrichien, avait donc fui vers les États-Unis et participé au projet Manhattan de bombe atomique. Et puis il avait connu toute l'histoire très prolifique de la physique des particules après la Deuxième Guerre mondiale. Et il nous faisait des cours en nous racontant des anecdotes. C'était absolument passionnant. Et je garde de ce stage de 2 mois et demi un souvenir très précis et très frais. Et c'est à ce moment-là, dites-vous, que la messe fut dite avec l'enseignement de Weisskopf, qui a commencé par vous expliquer qu'il avait passé une bonne partie de sa vie à s'interroger sur la réalité physique des objets mathématiques. Oui. Est-ce que c'était des idéalités angéliques? Est-ce que c'est uniquement des inventions humaines? Et il vous a avoué qu'il ne connaissait pas la réponse. Et puis c'était un homme plein d'humour qui faisait des gags. Oui, il commençait ses cours par des questionnements de ce type-là. Est-ce que la matière est immortelle? Est-ce que les objets mathématiques, est-ce que les concepts qu'on met dans les équations de la physique existent physiquement? Ou est-ce que c'est simplement un mode idéal de représentation qui n'a pas de contrepartie dans le réel? Et il glosait toujours un petit peu là-dessus, en citant Platon, Aristote et quelques autres. Et puis il commençait le cours proprement dit.
Et en l'occurrence, pour ce cours-là, il nous parlait du spin des particules et il avait à un moment donné tracé au tableau un repère orthonormé, donc 3 axes, 2 axes XY qui sont dans le plan du tableau, qu'on représente par des des segments de droite fléchés, et puis l'axe perpendiculaire, l'axe Z, qu'on représente par un rond au milieu duquel on met un point. Sous-entendu, l'axe est perpendiculaire au tableau. Il continue son cours. Voilà, il sort du tableau et il continue son cours et à un moment il passe devant ce repère qu'il avait tracé au tableau et se baisse pour éviter l'axe des Z en disant la question posée, réalité des objets, n'est pas tranchée, donc je prends mes précautions. J'avais trouvé ça très éloquent. Jean-Pierre Arbon, Où va le monde, Étienne Klein? Oui, c'est une très belle chanson et Jean-Pierre Arbon est un ami. En fait, je l'ai connu alors qu'il était chez Flammarion. Il avait des responsabilités importantes. Il était, je crois, le numéro 2 de Flammarion à l'époque où j'écrivais certains des livres que vous avez cités tout à l'heure. Et puis, alors que tout marchait très bien pour lui, à 50 ans, il a décidé de tout arrêter pour devenir chanteur-compositeur. Et il a écrit un premier album, il l'interprète sur scène régulièrement à Paris et en province. Et j'aime beaucoup ce courage d'abord, et puis les chansons qu'il écrit aujourd'hui. Certaines touchant justement à des questions de physique. Il en a écrit une sur le paradoxe du chat de Schrödinger, qui est un paradoxe que connaissent bien ceux qui s'intéressent aux questions d'interprétation de la physique quantique. Étienne Klein, beaucoup d'ouvrages scientifiques destinés au grand public. Voilà, vous avez ce talent rare d'écrire des livres qui sont à la fois très sérieux, écrits avec une grande clarté et en même temps avec beaucoup d'humour, je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'imagination, ou l'imaginaire. Enfin, bon, c'est le scientifique qui écrit, bien entendu, mais vous activez quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui fait que le spectateur, j'allais dire, oui, le lecteur spectateur de ces mondes que vous déployez est captivé. Ben, j'espère. En tout cas, l'écriture me prend beaucoup de temps. Je travaille beaucoup l'écriture des livres. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui comprend très lentement et j'aime bien travailler les arguments et transmettre des choses qui ne sont
non pas simplifier, parce que rien n'est simple, mais clarifier. Et pour que les textes qu'on écrit sur la physique soient clairs, il faut avoir beaucoup travaillé, non seulement les énoncés de la physique, mais d'où ils viennent, par qui ils ont été produits, ce qu'ils signifient, ce qu'ils impliquent. Et ça réclame donc une sorte de mise en contexte qui est très chronophage, mais qui est très très intéressant. C'est-à-dire, si on prend la question du temps, par exemple, pour beaucoup de scientifiques, pour beaucoup d'ingénieurs, etc., le temps, c'est simplement la variable t qu'on trouve dans les équations de la physique. Et je connais beaucoup de scientifiques qui pensent que cette mathématisation du temps épuise et résout toutes les questions que nous pouvons nous poser à propos du temps. Et c'est tout un travail de montrer que non. Au contraire, cette représentation mathématique condense certains problèmes philosophiques que la question du temps pose. Et donc, au début, on s'intéresse à cette question, on écrit un premier livre, et puis on s'aperçoit que il faut une suite, parce qu'on n'a pas été très précis sur ce point, on a répété des choses que tout le monde dit, mais qui ne sont pas justifiées. Du coup, on en écrit un deuxième, quelques années plus tard. Et puis, pour ce qui me concerne, un troisième, et je pense que je vais m'arrêter là. Les mots, dites-vous, n'ont pas d'accès direct au temps. Ils ne font que graviter autour de lui, le voilant. Cette question du temps, qui est une question que la philosophie et la physique s'est posée depuis le début. Enfin, bon, si on prend les deux grandes figures de Parménide et d'Héraclite, on trouve d'un côté Parménide qui rejette toute idée de changement, de mouvement, et puis Héraclite pour qui, évidemment, tout passe, tout change. On a là deux positions. La physique, elle serait plutôt du côté de Parménide et le sens commun du côté d'Héraclite. Ce qu'il faut remarquer, c'est que le langage constitue le premier piège quand on s'intéresse au temps. Wittgenstein disait penser, c'est être en lutte avec la langue. Et s'agissant du temps, je crois qu'il avait vraiment raison. C'est-à-dire notre façon de dire le temps, finalement, n'a pas évolué. Le langage est figé. On parle du temps comme on en parlait avant Galilée. C'est-à-dire avant qu'un physicien, Galilée en l'occurrence, considère que le temps est une variable qu'on peut utiliser pour décrire certains phénomènes naturels, en l'occurrence la chute des corps. Il est le premier à avoir utilisé le temps comme paramètre qu'on peut mettre dans une équation de physique. Et le langage n'évoluant pas, on peut se demander si les révolutions que la physique a opérées autour du temps, avec Newton et puis Einstein ensuite, n'ont pas eu d'effet sur le langage, et du coup notre langage nous emmène peut-être sur des préjugés, des fausses pistes, ensorcelle notre pensée, pour parler à nouveau comme Wittgenstein, d'une façon qui est complètement différente de ce que la physique nous dit du temps. Et donc il y a tout un travail de critique du langage à faire si on veut faire passer les messages les plus importants que la physique nous donne à propos de cette vieille question. On dit le temps passe. On dit le temps s'écoule. Et donc il y a la métaphore du fleuve, par exemple. Le fleuve irrigue nos métaphores, c'est le cas de le dire, et nous sommes tous prêts à dire que le temps passe sans remettre en cause la vérité de cette assertion. Mais les enfants se posent des questions quand on leur dit le temps passe. Ils disent mais à force de passer, il va où? Est-ce qu'il s'use pas? Est-ce qu'il ne vieillit pas? Est-ce qu'il va pas finalement mourir? Donc ils ont senti ce paradoxe entre l'idée d'un temps qui passe et l'idée d'un temps qui est toujours là. Donc quand on dit que le temps passe, on veut dire que c'est la réalité elle-même qui passe. Mais comme la réalité ne cesse pas de passer, le temps qui la fait passer ne passe pas. Et donc dès qu'on s'intéresse à une phrase pourtant banale, qu'on prononce plusieurs fois par jour sans que ça nous pose le moindre problème, dès qu'on s'arrête sur cette phrase et qu'on l'interroge, on tombe systématiquement sur des apories, des paradoxes, des contradictions. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à penser. Vous dites peut-être sommes-nous les producteurs d'une histoire que l'univers n'aurait pas sans nous. Le monde ne passerait pas, mais nous le ferions passer à n'y passant. Tout aurait donc toujours été là, le passé, le présent, le futur, mais du fait de notre propre parcours, nous ne découvririons cette réalité temporellement déployée que pas à pas, seconde après seconde. Le petit moteur du temps, ce serait
donc nous. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est un texte que j'ai écrit pour expliquer la position d'Einstein à propos du cours du temps. Oui, et vous n'êtes pas d'accord avec Einstein? Moi, comme disait l'un de vos élèves, je ne suis pas d'accord avec Einstein, monsieur. L'anagramme d'Einstein, d'Albert Einstein, vous savez, c'est rien n'est établi. Vous prenez les lettres d'Albert Einstein, vous les changez de place et ça donne rien n'est établi. Donc il faut se méfier. Mais c'est un texte pour expliquer la conception d'Einstein qu'on appelle aujourd'hui la conception de l'univers bloc, qui est l'idée que l'espace-temps, finalement, est un territoire qui est présent de toute éternité. L'espace-temps a toujours été là. Et c'est nous, les observateurs, qui suivons nos lignes d'univers dans cet espace-temps, qui créons l'impression que nous avons que le temps passe. Un peu comme lorsque vous êtes dans un train, vous regardez par la fenêtre et vous dites « le paysage défile ». En fait, le paysage ne défile pas, c'est votre mouvement qui vous donne l'impression que le paysage défile. Voilà. Et ben pour Einstein, c'était la même idée, c'est le cours du temps, l'impression que nous avons que le temps s'écoule vient de notre mouvement dans l'espace-temps. Et donc le moteur du temps, c'est nous. Étienne Klein, votre livre, Les tactiques de Chronos, qui est un livre passionnant, se termine par cette phrase « Il faut apprendre à aimer l'irréversible ». Oui, parce que le temps tel qu'il nous est donné par la physique se comporte comme une prison à roulettes. C'est-à-dire nous sommes emprisonnés dans l'instant présent. Nous ne pouvons pas choisir notre position dans le temps, donc le présent est une sorte de prison. Mais cette prison est mobile puisque l'instant présent ne cesse pas de changer, de se renouveler. Et donc il faut prendre acte de cette impossibilité qui est la nôtre de voyager dans le temps, pour se sentir exister et produire ce qu'on pourrait appeler une dialectique de l'instant qui passe. Sentir que le temps est irréversible, c'est une façon de se poster dans son existence et d'affronter le problème futur de la mort d'une façon peut-être un peu plus intense que si on considère que la mort n'est rien ou que le temps est réversible ou que les voyages dans le temps sont possibles. Mais cette phrase est problématique et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un autre livre après qui s'appelle Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, parce que le mot irréversible justement a une certaine ambiguïté selon qu'il se rapporte autant lui-même ou selon qu'il se rapporte à ce qui se passe dans le temps. Et j'ai écrit un livre pour essayer de dénoncer la confusion que nous faisons souvent entre l'irréversibilité du temps, qui ne passe jamais qu'une seule fois par un instant donné, et l'irréversibilité de ce qui se passe dans le temps, des phénomènes, ce qu'on appelle la flèche du temps. Donc j'ai essayé de dénoncer cette collusion, cette confusion entre cours du temps, qui est l'irréversibilité du temps lui-même, et la flèche du temps, qui est l'irréversibilité de ce qui se passe dans le temps. Mais ça nous a
Canciones Sacrées de Roland de Lassus, Nectar et Ambrosium, le Collegium vocal de Gand, dirigé par Philippe Herweg, Étienne Klein. Oui, les chants polyphoniques, la musique sacrée comme celle qu'on vient d'entendre, m'accompagne souvent puisque je ne peux pas écrire en musique. Moi, je n'arrive pas à me concentrer si j'entends les Rolling Stones ou n'importe quoi d'autre. En revanche, ce type de musique peut m'accompagner sans me déranger, ça m'aide même plutôt. Roland de Lassus est un compositeur dont je ne sais pas grand-chose. Il vivait au XVIe siècle en Belgique, à Mons. Il était célèbre parce qu'il avait une voix exceptionnelle qui lui a valu d'être l'objet de 3 tentatives d'enlèvement. Donc, ça reste pour moi un personnage intrigant et fascinant. Alors, des personnages intrigants et fascinants, il en sera question à propos d'un autre de vos livres, intitulé « Il était cette fois la Révolution, Albert Einstein et les autres », paru chez Flammarion en 2005. 7 portraits de physiciens qui ont en commun d'avoir été chacun à sa façon des génies. À un moment où la physique, entre 25 et 35, cette décennie miraculeuse de la physique, connaît une véritable révolution, donc décennie d'effervescence, d'audace, où la physique classique est bouleversée par la physique quantique. Alors, je donne rapidement les noms de ces 7 physiciens de génie. Georges Gamow, l'un des grands précurseurs de la physique nucléaire et de l'actuelle théorie du Big Bang, Albert Einstein, qu'on ne présente pas, Paul Dirac, qui prédit en 28 l'existence de l'antimatière, Wolfgang Pauli, qui envisagea l'existence d'une nouvelle particule, le neutrino, avéré 25 ans plus tard, Paul Ehrenfest et ses contributions majeures en thermodynamique, Erwin Schrödinger, vous parliez tout à l'heure de Schrödinger, qui étudia le comportement des électrons au sein des atomes, et Ettore Majorana, qui proposa une théorie des particules élémentaires qui, 70 ans plus tard, continue de fasciner, d'interroger les physiciens. Majorana, dont j'aimerais que vous nous parliez plus particulièrement, parce que c'est justement, comme peut-être Roland de Lassus, un de ces personnages fascinants, mystérieux, énigmatique, disparu à l'âge de 31 ans. Et quand on dit disparu, c'est véritablement une disparition. Disparu, oui. Le 25 mars 1938, on perd toute trace de ce jeune physicien dont Enrico Fermi, futur prix Nobel, Enrico Fermi disait un authentique génie de la trempe de Galilée et de Newton. Oui, alors d'abord, tous ces physiciens sont effectivement des génies. Il aurait fallu en ajouter d'autres. Louis de Broglie sans doute, Max Born, Heisenberg, mais j'ai choisi cela parce que je me sentais en empathie avec eux, et l'étude de leurs travaux, de leurs textes, de leurs biographies, de leurs discussions m'a absolument passionné. Et s'il n'y avait pas eu le gong de l'année 2005, qui était l'année mondiale de la physique, au cours de laquelle il fallait sortir ce livre, j'aurais passé plusieurs années supplémentaires à étudier leurs textes dans les versions originales et à visiter les villes où ils ont vécu, même les maisons dans lesquelles ils ont vécu, notamment celle de Schrödinger à Dublin. Donc vous avez fait ce pèlerinage partout? Je suis allé dans plusieurs pays et dans plusieurs villes pour sentir l'ambiance des endroits qu'ils ont habités. Schrödinger vivait avec plusieurs femmes différentes à Dublin, dans un appartement dont les murs étaient coulissants pour que la personne reçue voie telle épouse ou maîtresse plutôt que telle autre. C'était un truc assez incroyable dans l'Irlande catholique des années 50. Mais Ettore Majorana, effectivement, je dirais même pas que c'est un génie, je dirais que c'est une sorte d'extraterrestre. Espèce de surdoué qui, à l'âge de 4 ans, était capable de calculer prodigieusement, qui est né à Catane en 1906, qui a disparu à 31 ans, comme vous l'avez dit, qui a été repéré par Enrico Fermi, qui montait à l'époque une sorte de Dream Team. Fermi voulait restaurer une physique théorique en Italie à la fin des années 20, et il voulait non pas prendre les meilleurs physiciens, mais prendre des physiciens capables de collaborer fructueusement dans la même équipe, un peu comme on le fait au football. Et donc, il parcourait l'Italie, faisait subir aux étudiants qui pressentaient des tests psychologiques, il les emmenait en montagne, il regardait leur résistance au stress, il leur faisait passer des entretiens, il regardait comment ils réagissaient à telle ou telle situation, il leur posait des cols, etc. Et ça prenait plusieurs mois
avant qu'il se décide d'embaucher tel ou tel. Par exemple, Emilio Segre, qui sera plus tard prix Nobel pour la découverte de l'antiproton, a attendu 6 mois avant d'être accepté dans l'équipe d'Enrico Fermi. Majorana, ça a duré quelques minutes. Fermi a tout de suite vu que Majorana était un type surdoué, exceptionnel, et il l'a aussitôt embauché. Ils ont travaillé en physique atomique au début, puis en physique nucléaire. Et il y a de multiples anecdotes qui courent d'abord sur les travaux de Majorana, qui sont tous très en avance sur son temps, sur son caractère. Il était très pessimiste, très solitaire, misanthrope, sauf à l'égard de ses amis les plus proches. On l'appelait d'ailleurs le grand inquisiteur, puisque Fermi avait établi au sein de son groupe la même hiérarchie que l'Église catholique. Donc Fermi, c'était le pape. Persico, un autre physicien, était le cardinal responsable de la propagation de la foi étant la physique quantique. Et Majorana, c'était le grand inquisiteur, celui qui disait qui avait raison, qui avait tort. Il était tellement exigeant avec les autres, mais surtout avec lui-même, qu'il publiait très très peu. Il a publié 7 articles au total dans sa vie. Pardon ? Oui, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui ? Il nous reste ses papiers, y compris des papiers qu'il n'a pas publiés. À l'occasion du centenaire de sa naissance, il y a eu un grand colloque en Italie, au cours duquel ont été montrés des manuscrits de Majorana, rédigés en français, qu'il a remis à l'un des étudiants qui a assisté à son dernier cours, avant qu'il disparaisse. Et dans ces manuscrits, on trouve une théorie qui est ce qu'on appelle la théorie de l'électrodynamique quantique, qui a été découverte dans la véritable histoire dans les années 60. Or, l'article de Majorana dont on parle, il date de 1938. Et donc, il avait compris le rôle des symétries en physique, comment on peut décrire les interactions en utilisant des groupes de symétries mathématiques, chose qui va devenir courante après la Deuxième Guerre mondiale, mais que lui avait déjà comprise dès la fin des années 20. Il avait lu Weil, les grands théoriciens de la symétrie, Wigner, etc. Simplement, l'histoire va se mêler dramatiquement à sa propre biographie. En 1932, les Joliot-Curie à Paris publient un papier dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, en France donc, dans lequel ils prétendent avoir vu un rayonnement lumineux, très énergétique, très pénétrant, capable d'arracher des protons à de la paraffine. Donc ils découvrent un nouveau rayonnement, dont il pense qu'il est de nature électromagnétique. Simplement, il a une énergie plus grande que ce qu'on a observé jusqu'à présent. Il publie ce papier. Majorana le lit quelques jours après à Rome et s'exclame aussitôt « Les Joliot-Curie ont découvert le neutron sans s'en rendre compte, ce sont des imbéciles ». Et dans les jours qui viennent, même dans la nuit qui suit, il établit une théorie de l'interaction nucléaire forte, c'est-à-dire la force qui unit au sein du noyau les protons et les neutrons avec une intensité très très forte. C'est une force qui est comme de la colle, c'est une force de contact. Il fait une théorie de cette interaction, la montre à Fermi, et Fermi dit mais il faut absolument que tu la publies et que tu viennes la présenter à Paris, puisqu'à Paris était organisé un grand colloque de physique nucléaire au mois de juillet 32, et Majorana refuse d'y aller. Il refuse même à Fermi de parler de ses travaux, sauf si Fermi dit qu'ils ont été obtenus par un vieux professeur d'électrotechnique de l'université, dont Majorana voulait se moquer. Enfin bref, Fermi va à Paris, présente les résultats de Majorana, qui se trouve être plus complet, plus riche, plus profond que des travaux similaires présentés par Heisenberg, un autre des pères fondateurs de la physique quantique. Et en rentrant à Rome, Fermi dit à Majorana, il faut absolument que tu ailles travailler avec Heisenberg. Et Majorana, qui avait toujours refusé les invitations venant de l'étranger, il n'avait jamais quitté l'Italie, accepte d'aller à Leipzig au début de l'année 33 pour collaborer avec Heisenberg. Ils vont écrire un article ensemble qui est vraiment l'article fondateur de la physique nucléaire, de la physique de l'interaction nucléaire. Simplement, Hitler arrive au pouvoir, Majorana assiste aux parades nazies, est troublé par elle. Il écrit des lettres ambiguës à son ami Emilio Segre, reste là-bas pendant 6 mois, puis va à Copenhague discuter avec Bohr et quelques autres, puis revient à Rome. Et là, ses amis ne le reconnaissent plus. Il ne va plus travailler avec ses collaborateurs au sein du groupe de Fermi. Il reste reclus chez lui
est malade, on parle d'une maladie gastrique, il se met à lire de la philosophie, pas n'importe laquelle, il lit Schopenhauer, qui est jamais très bon pour avoir le moral, ne publie plus rien, et puis peu à peu refuse de voir ses anciens amis, s'isole de plus en plus, ne boit que du lait, ne mange presque plus, refuse de se couper les cheveux, enfin bref, ne va pas bien, et en 37, donc 4 ans après son retour, Fermi et ses collaborateurs décident de le sortir de là en jouant sur ce qui lui reste d'orgueil. En lui disant, voilà, il y a un poste de professeur de physique théorique qui est ouvert pour la rentrée prochaine à Naples, tu devrais te porter candidat. Et là, Majorana accepte, fait un dossier, comme on dirait aujourd'hui. Simplement, il n'a rien publié depuis plusieurs années, donc il faut qu'il publie quelque chose. Et il sort des vieux brouillons qu'il a rédigés en 33, alors qu'il était en Allemagne, sur une nouvelle théorie de l'antimatière. Un papier d'une audace incroyable que personne ne comprend vraiment à l'époque, mais dont le jury comprend qu'il est d'un niveau exceptionnel, et il obtient le poste qui est proposé par l'université de Naples. Et en septembre 37, il commence à donner ses premiers cours, est très rapidement déçu par les étudiants qui n'ont pas le niveau auquel il s'attendait. Et en mars 38, il écrit une lettre au directeur de l'université pour lui dire qu'il va se suicider. Et puis, il prend le bateau à Naples pour rentrer chez lui en Sicile, à Palerme. Et arrivé à Palerme, il envoie un télégramme au même directeur pour lui dire que finalement, non, il ne va pas se suicider. Et donc le directeur reçoit le même jour une lettre annonçant un suicide et un télégramme annonçant l'abandon de ce projet suicidaire. Et à partir de ce moment-là, on perd toute trace de Majorana. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. L'une fantaisiste à mon avis, selon laquelle il aurait pressenti le phénomène de fission nucléaire et donc la bombe atomique. Ce qui à mon avis ne tient pas quand on regarde les dates, parce que c'est une découverte qui s'est faite par hasard à la fin de l'année 38. On a imaginé qu'il était parti se cacher dans un monastère. On a imaginé qu'il était parti en Argentine, etc., etc. L'hypothèse la plus probable étant qu'il s'est suicidé. Mais ce qui est très curieux, c'est que dans le télégramme qu'il envoie au directeur depuis Palerme, il dit « La mère m'a refusé ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair. En tout cas, après, on perd toute trace. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on découvre maintenant qu'il s'est arrangé par des stratagèmes divers pour que ces écrits scientifiques, qui étaient très en avance sur leur temps, comme je l'ai dit, ne soient découverts que très longtemps après sa mort. Par différents stratagèmes, il a laissé des documents pour Fermi dans un monastère, il a donné des brouillons à un étudiant qui était là un peu en avance avant qu'il disparaisse au dernier cours qu'il a donné, etc. Et on découvre, ça a été montré par un physicien italien qui s'appelle Esposito, qui collectionne tous ces brouillons de Majorana, les milliers de pages qu'il a laissées sous forme de petits cahiers noirs à Pise, et on trouve là des trésors. Et il se peut que dans les années qui viennent, grâce au LHC, la machine dont vous avez parlé, on tranche une question que pose Majorana concernant le neutrino. Est-ce que le neutrino est identique à sa propre antiparticule, ou est-ce que particules et antiparticules pour le neutrino sont deux particules différentes? Voilà une question que pose Majorana, et on va peut-être, dans les années qui viennent, beaucoup parler de lui pour cette raison. Et ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que c'est un personnage un peu à la Pirandello. D'ailleurs, il a passé les dernières années de sa vie à lire tout le théâtre de Pirandello, notamment la pièce Feu Mathias Pascal, qui est l'histoire d'une disparition de quelqu'un voilà, le roman. Oui. Et on peut se demander si Majorana n'était pas une particule de Majorana, c'est-à-dire une particule qui est à elle-même sa propre antiparticule. Il y avait en lui une force négative qui s'opposait. Il y avait deux mois, un mois positif, un mois négatif, en rivalité l'un contre l'autre, et il semblerait que ce soit le moins négatif qui l'ait emporté. Il n'arrivait plus à communiquer avec les autres, parce qu'il était trop génial peut-être, ou trop différent, et du coup il a préféré disparaître plutôt que assumer sa différence.
Alors, il a inspiré des écrivains comme Leonardo Sciascia, qui a écrit la disparition de Majorana. Il a inspiré des cinéastes comme Gianni Amelio, I ragazzi di Via Panisperna, qui est centré sur ce groupe autour de Enrico Fermi dont vous parliez, et dont faisait partie Majorana. Alors, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose dans la réalité, mais dans le film, on voit Majorana, à un moment donné, qui dit, au fond, une solution, une démonstration devrait se suffire à elle-même. Il regrette que les études dans lesquelles il s'est engagé d'ingénieur et de mathématiques, ce sont des études qui est toujours une finalité, que ça sert les militaires, et au fond, pourquoi ces démonstrations ne seraient pas suffisantes en elles-mêmes, et après, une fois qu'on a trouvé la solution, il faut brûler. C'est ce qu'on voit dans le film. Enfin, il brûle des calculs qu'il a obtenus, etc. Alors, au-delà de la réalité de cet épisode ou de cette conviction qui est exprimée dans le film, voilà, vous parliez d'élégance, de beauté d'une démonstration. Et c'est une question qui est toujours très fascinante pour quelqu'un qui n'est pas mathématicien, qui n'est pas physicien. Quelle est la beauté de ces démonstrations? Quelle est l'élégance de ces solutions? Alors, la notion d'élégance en mathématiques est une notion relative. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'on appelle la beauté des équations. Et il ne suffit pas que des équations soient belles pour qu'elles soient vraies. Mais parfois, c'est le cas notamment avec Dirac, lorsqu'il prédit l'existence de l'antimatière, il essaie de rendre compatible la physique quantique avec la relativité. Il n'a pas vraiment de données qui viennent de l'expérience qui pourraient lui servir de guide, et donc il se fie à une certaine intuition qu'il a de ce qu'est la beauté mathématique en physique. Et il se trouve que ça a donné la prédiction de l'existence de l'antimatière, et il avait sur ce point parfaitement raison. On pourrait dire que Majorana est un peu dans la même veine. Il considère qu'il y a une esthétique dans les démonstrations qu'on peut faire en physique. Et d'ailleurs, quand il a passé ce petit entretien avec Fermi, dont je parlais tout à l'heure, il avait assisté à un cours de Fermi, parce que Fermi donnait cours tous les jours à l'heure du thé, à son groupe. Il leur présentait un sujet de physique théorique. Il avait assisté à un calcul de Fermi, et puis le lendemain, il est revenu vers Fermi avec les mêmes résultats que ceux obtenus par Fermi à l'issue de très longs calculs. Lui les avait sur un petit bout de papier qui était plus petit qu'un paquet de cigarettes. Il avait trouvé une nouvelle méthode pour obtenir le même résultat par une voie beaucoup plus élégante et beaucoup plus économique. Donc il avait ce souci, il le partageait en tout cas avec Dirac, d'essayer de faire des théories physiques qui s'appuient au maximum sur le concept de symétrie, afin de rendre les calculs les plus économiques possible et de rendre la théorie qu'on construit la plus élégante possible. C'était une sorte d'esthète. On a dit que c'était le Rimbaud de la physique pour cette raison. Étienne Klein, le temps passe très vite en votre compagnie. Je ne sais pas si un physique, cette phrase a un sens, mais... Je ne crois pas. Le temps n'a pas de vitesse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous n'avons pas eu le temps de parler de Galilée et les Indiens, qui est votre dernier livre, mais où vous posez cette question qui est pas très loin d'ailleurs de ce qu'on disait à propos de l'utilité de la science. On a remplacé la question « est-ce que c'est vrai ?», qui était la question fondamentale pour la physique, à « ça sert à quoi ?» Voilà. J'essaie de dénoncer les critères utilitaristes par lesquels on veut cerner l'entreprise scientifique, et j'essaie de restaurer ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la science tel qu'il a été inauguré par Galilée il y a exactement 4 siècles. Je ne veux pas, dites-vous, qu'on liquide la science au motif d'un mauvais usage du monde. Oui, parce que nous avons des problèmes avec l'environnement, chacun le sait. Mais ça ne doit pas nous amener à remettre en cause les connaissances que la démarche scientifique nous a permis d'obtenir. Merci Étienne Klein, merci. C'est moi qui vous remercie. Été avec nous. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, Galilée et les Indiens, c'est aux éditions Flammarion. Et puis, puisque nous avons parlé longuement de Majorana et il faut découvrir aussi les quelques autres physiciens de génie. Il était 7 fois, c'est pas tout à fait Sergio Leone, il était 7 fois la Révolution, toujours chez Flammarion. Et puis un recueil de nouvelles que j'ai sous les yeux, L'atome au pied du mur et autres nouvelles aux éditions
éditions Le Pommier. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Jean-Frédéric, réalisation Brigitte Aléo. Une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com pendant une semaine, pas davantage. Merci à tous. Vous écoutez France Culture, il est 11h. Et à 11h, c'est Questions d'époque proposées par Caroline Brouet. Bonjour à tous. Questions internationales en ce jeudi 12 février 2009 avec vous, Madeleine Moukamabano. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Au sommaire de l'émission ce matin, Madeleine, une guerre oubliée, Sri Lanka. Oui, comme vous le savez, Caroline, le Sri Lanka est en guerre depuis longtemps, mais on en parle très peu. Et le nord du Sri Lanka est depuis quelques semaines le théâtre de combats violents entre l'armée sri-lankaise et les Tigres de l'Elam Tamoul, un mouvement séparatiste en lutte contre le pouvoir central depuis une trentaine d'années. D'après le Comité international de la Croix-Rouge, sur l'instance internationale qui est sur place, environ 250 000 civils sont pris au piège des combats, cibles des exactions des deux camps. Et dans les zones perdues par la rébellion, des groupes paramilitaires se livreraient à des représailles sanglantes. Jusqu'à présent, les appels au cessez-le-feu lancés notamment par la Grande-Bretagne et les États-Unis restent sans effet. Et pour sa part, le président Sri Lanka a annoncé début février l'imminence d'une défaite totale des Tigres, donc pas de trêve en vue. Nous ferons le point dans cette émission sur la situation humanitaire qui ne semble pas mobiliser grand monde et nous reviendrons sur l'histoire mouvementée des Tigres de libération de l'Elam Tamoul, sans oublier de devenir de la question tamoule au Sri Lanka, parce que la défaite des Tigres ne signifie pas la fin des revendications des Tamouls. À midi moins 5, vous retrouverez Philippe Thureau-Dangin pour sa chronique hebdomadaire. Philippe qui reviendra sur le premier mois de Barack Obama. Mais tout de suite donc, le dossier. Et vous avez trois invités autour de la table, Madeleine, ce matin. Oui, Caroline, le dossier donc avec trois spécialistes de Sri Lanka, parce que tout à l'heure, le professeur Meyer nous a dit qu'on ne dit pas le Sri Lanka, mais Sri Lanka. Donc, il y a Eric Meyer, professeur des universités à l'INALCO, dont il est le vice-président depuis 2005, auteur de nombreux ouvrages et articles sur le Sri Lanka, dont Sri Lanka entre particularisme. Vous avez du mal, Madeleine, à dire Sri Lanka. Et mondialisation. C'est un ouvrage publié à la documentation française. Jean-Marie Julia, docteur en histoire contemporaine, il a publié entre autres le terrorisme d'État sri-lankais et la résistance tamoule. Et Laurent Amelot, enseignant à l'Institut de Relations internationales, il est aussi animateur du groupe de réflexion sur l'Asie à l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Il est membre aussi du groupe de recherche Asie 21 qu'on invite souvent dans cette émission chaque fois qu'on parle d'un pays asiatique. On devait avoir dans cette émission Philippe Fabry, qui est un professionnel de l'action humanitaire, qui est sur le terrain. Malheureusement, le téléphone ne passe pas. On espérait avoir des nouvelles de ce qui se passe dans les zones de combat. Eric Meyer, on a l'impression que ces derniers combats qui ont commencé pratiquement début janvier se déroulent à huis clos. Oui, il se déroule à huis clos, car en fait le gouvernement, depuis le mois de septembre, a demandé à toutes les organisations humanitaires, à l'exception de la Croix-Rouge internationale, de quitter les lieux des combats, et la presse n'est pas admise.
Donc il y a effectivement très très peu d'informations qui filtrent sur ce qui se passe réellement dans la zone des combats, dans une sorte de poche qui s'est restreinte depuis le début du mois de janvier et qui aujourd'hui est une zone de 30 km sur 40 à peu près, le long de la côte, autour du village de